J'ai été réveillé. Nous avons tous été réveillés en vérité, car je pouvais voir jusqu'à la sentinelle se relever de l'endroit où elle s'était assoupie contre un montant de la porte, par une voix claire et chaleureuse qui nous hélait depuis la lisière du bois. « Ohé, du Fortin, c'est le docteur !» Et c'était bien le docteur. Si j'étais content d'entendre sa voix, ma joie n'était pas sans mélange. Le souvenir de ma conduite indisciplinée et secrète me troublait, et quand je voyais où elle m'avait mené, parmi quels compagnons et entouré de quels dangers, j'avais honte de le regarder en face. Il avait dû se lever dans le noir, car il faisait à peine jour, et quand j'ai couru à une meurtrière, je l'ai vu qui se tenait, comme Silver autrefois, avec de la brume à mi-jambe. « Vous, docteur ! Bien le bonjour à vous, monsieur !» s'est écrié Silver, tout de suite parfaitement réveillé et rayonnant de bienveillance. « En train de bon matin, sûr. C'est l'oiseau tôt levé qui attrape les vers, comme on dit. George, remue ta carcasse, fiston, et aide le docteur Livesey à franchir le bastingage. Tous porteraient bien vos patients. Tous pleins de joie et de santé. » Ainsi bavardait-il, se tenant au sommet de la butte, sa béquille sous le coude et une main contre le mur de la maison, semblable au bon vieux John d'antan par la voix, la manière et l'expression. « Nous avons aussi une bonne surprise pour vous, monsieur, » a-t-il poursuivi. « Nous avons un petit visiteur ici. Un nouvel hôte et pensionneur, monsieur, qui paraît en excellente forme. L'a dormi comme un loir, ouais, à côté de John. Proue contre proue que nous étions toute la nuit. » Pendant ce temps, le docteur Livesey avait traversé l'enceinte et se trouvait près du cuisinier. Je pouvais entendre l'altération de sa voix quand il a demandé « Pas Jim ?» ?»« Tout juste, le même Jim qu'avant. » Le docteur s'est arrêté net, mais n'a rien dit. Pendant quelques secondes, il a semblé incapable de bouger. « Bien, bien, a-t-il enfin dit. Le devoir avant le plaisir, comme vous auriez pu le dire vous-même, Silver. Examinons les patients. » Peu après, il est entré dans la maison et, m'ayant salué sèchement de la tête, a entrepris de s'occuper des malades. Il ne paraissait pas inquiet. Pourtant, il devait savoir que sa vie ne tenait qu'à un fil au milieu de ces dangereux démons. Il parlait à ses patients comme un médecin effectuant une visite professionnelle ordinaire dans une brave famille anglaise. Les hommes étaient sensibles à son attitude, je suppose, car ils se conduisaient avec lui comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait toujours été le médecin de bord, et eux de fidèles matelots du gaillard d'avant. « Vous allez mieux, mon ami, » dit-il à l'homme qui avait la tête bandée. « Et si jamais quelqu'un a frôlé la mort de près, c'est vous. Votre tête doit être dure comme l'acier. Et alors, George, comment va ? Vous êtes d'une belle couleur, c'est certain. Et quoi, mon gaillard ? Votre foie est à l'envers. Avez-vous pris votre potion ? A-t-il pris sa potion, les gars ? » « Ah ouais, monsieur, l'a pris, c'est sûr !» a répondu Morgan. Parce que, voyez-vous, puisque je suis médecin des mutins, ou médecin de la prison, comme j'aime mieux dire, a remarqué le docteur Livesey de la manière la plus aimable possible, je mets un point d'honneur à conserver tous mes hommes pour le roi George, Dieu le bénisse, et pour la potence. Se contentant d'échanger des regards, les gredins ont encaissé l'estocade en silence. « Dick se sent pas bien !» dit l'un. « Pas bien ? Allons, venez ici, Dick, et faites-moi voir votre langue. » Non, ça m'aurait étonné qu'il se sente bien. L'homme a une langue à faire peur aux Français. Encore une fièvre. « Ah !» dit Morgan. « V'là ce qui arriverait de ce qu'on gâche des bibles !» Voilà ce qui arriverait, comme vous dites, de se conduire comme des ânes battés et de ne pas avoir assez de bon sens pour distinguer l'air pur de l'air empoisonné et la terre sèche d'un bourbier pestilentiel. Je considère fort probable, même si ce n'est qu'une opinion, bien sûr, que vous aurez tous un mal du diable à chasser cette malaria de vos organismes.
Camper dans un marécage, vraiment. Silver, cela m'étonne de vous. Vous êtes moins stupide que d'autres dans l'ensemble, mais vous ne me semblez pas posséder les débuts d'une notion à propos des règles de l'hygiène. Après leur avoir administré leur dose, qu'ils prenaient avec une humilité risible, plutôt comme des écoliers dans une institution charitable que comme des mutins et pirates sanguinaires, le docteur a ajouté « Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Et maintenant, je souhaiterais échanger quelques mots avec ce garçon, s'il vous plaît. » Et il a hoché la tête négligemment dans ma direction. George Merry se tenait à la porte, crachant et postillonnant pour faire passer une potion amère, mais au premier mot de la proposition du docteur, il s'est retourné, cramoisi, et a crié « Non !» en jurant. Silver a frappé le tonnelet du plat de la main. « Silence !» a-t-il rugi, et il a jeté des regards à la ronde comme un véritable fauve. Puis, revenant à son ton habituel, « Docteur, je pensais à ça, sachant comment que vous aimez le gamin. Nous sommes tous humblement reconnaissants pour votre bonté, et voyez, vous accordons notre confiance et avalons les drogues comme si ce serait du rhum. Et je dis que j'ai trouvé un moyen qui nous conviendra tous. Hawkins, me donneras-tu ta parole de jeune gentleman, car t'es un jeune gentleman, même si t'es né pauvre, ta parole d'honneur que tu prendras pas large. » J'ai pris très volontiers l'engagement requis. « Alors, docteur, dit Silver, n'avez qu'à sortir de cette enceinte, et quand vous êtes là-bas, j'amène le garçon à l'intérieur de la palissade, et il me semble que vous pouvez discutailler à travers les pieux. Bonjour à vous, monsieur, et tous mes respects aux sieurs et au Captain Smollett. » Une explosion de critiques, que seuls les regards noirs de Silver avaient retenus, a éclaté dès le moment où le docteur a quitté la maison. Tous accusaient Silver de jouer double jeu, de tenter d'obtenir une paix séparée pour lui-même, de sacrifier les intérêts de ses complices et victimes. En bref, ce qu'il était précisément en train de faire. Cela me semblait si évident cette fois que je n'imaginais pas comment il allait détourner leur colère. Mais il était 2 fois plus fort que tous les autres réunis, et sa victoire de la veille lui avait donné un ascendant considérable sur leurs esprits. Il les a traités d'imbéciles et de lourdeaux, et de tout ce que vous pouvez imaginer, a dit que je devais vraiment parler au docteur, a agité la carte sous leur nez, leur a demandé s'ils pouvaient prendre le risque de rompre le traité le jour même où ils partaient chasser le trésor. « Non, tonnerre !» s'est-il écrié. « C'est nous qu'on doit rompre le traité le moment venu. En attendant, je vais enfumer ce docteur, même s'il faut que je lui cire les bottes avec de l'eau de vie. » Il leur a ordonné d'allumer le feu, puis il est sorti sans se retourner, appuyé sur sa béquille, une main sur mon épaule, les laissant dans le désarroi, réduit au silence par sa volubilité plutôt que convaincu. « Doucement, gamin, doucement, » dit-il. « Pourrait nous tomber dessus en un clin d'œil si nous donnons l'impression d'être pressés. » C'est donc très posément que nous avons avancé sur le sable jusqu'à l'endroit où le docteur nous attendait de l'autre côté de la palissade. Dès que nous avons été à portée de voix, Silver s'est arrêté. « Vous noterez ça aussi, docteur ?» dit-il. « Et le garçon vous le dira. Comment que je lui ai sauvé la vie. Et en plus, ils m'ont destitué pour ça, et vous pouvez miser là-dessus. Docteur, quand un homme barre aussi près du vent que moi, jouant à pile ou face avec son dernier souffle, quelque sorte, vous trouveriez pas exagéré, peut-être, de lui adresser un mot aimable. Considérez, je vous prie, que c'est pas seulement ma vie maintenant. C'est celle de ce garçon par-dessus le marché. Et vous voudrez bien me parler poli, docteur, et me donner un peu d'espoir pour la suite. Par pitié. » Silver était un autre homme, une fois qu'il était sorti et tournait le dos à ses amis et au fortin. Ses joues semblaient s'être creusées, sa voix tremblait. Jamais une âme n'a été plus sincère.
Voyons, John. De quoi avez-vous peur ? A demandé le docteur Livesey. Docteur, je suis pas un froussard, non. Pas moi. Pas ça. Et il a claqué ses doigts. Si je l'étais, je le dirais pas. Mais je reconnais franchement, l'idée de la potence me file la tremblote. Vous êtes un homme honnête et bon, que j'en ai jamais vu de meilleur. Et vous n'oublierez pas ce que j'ai fait de bien, ni pas plus que vous oublierez le mauvais, je le sais. Et je me retire, voyez, pour vous laisser seul avec Jim. Et ça aussi, mettez-le à mon compte. Parce que j'ai du chemin à parcourir, c'est sûr. À ces mots, il a reculé un peu. Arrivé là où il ne pouvait plus nous entendre, il s'est assis sur une souche et s'est mis à siffler, pivotant de temps en temps sur son siège pour changer son secteur d'observation. Tantôt, il nous regardait, le docteur et moi, tantôt ces ruffians indisciplinés qui allaient et venaient sur le sable entre le feu, qu'ils s'affairaient à rallumer, et la maison, d'où ils apportaient du porc et du pain pour préparer le petit déjeuner. Ainsi, Jim, Dit le docteur tristement. te voilà. Tu récoltes ce que tu as semé, mon garçon. Dieu sait que je n'ai pas le cœur de te blâmer, mais je dirais ceci, que cela te plaise ou non. Quand le capitaine Smollett allait bien, tu n'aurais pas osé t'enfuir. Mais quand il était malade et ne pouvait t'en empêcher, parbleu, c'était véritablement lâche. J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Docteur, dis-je, vous pourriez m'épargner. Je me suis assez blâmé moi-même. Ma vie est fichue de toute façon. Et je serais déjà mort si Silver ne m'avait pas défendu. Et croyez-moi, docteur, je suis prêt à mourir. Et j'ose dire que je le mérite. Mais ce que je crains, c'est la torture. S'ils en viennent à me torturer... Le docteur m'a interrompu et sa voix était altérée. Jim, je ne peux supporter cela. Saute par-dessus et filons. Docteur, j'ai donné ma parole. Je le sais. Nous ne pouvons rien y changer, Jim. J'en prendrai la responsabilité, le blâme et la honte et tutti quanti, mon garçon, mais je ne peux pas te laisser rester ici. Saute! Un saut et tu es dehors, et nous filerons comme des antilopes. Non, vous savez bien que vous ne le feriez pas à ma place. Ni vous, ni le sieur, ni le capitaine. Et moi non plus. Silver m'a fait confiance. J'ai donné ma parole, et j'y retourne. Mais docteur, vous ne m'avez pas laissé finir. S'ils en viennent à me torturer, je risque de laisser échapper un mot qui révèle l'emplacement du navire. C'est que j'ai repris la goélette, avec beaucoup de chance et un peu d'audace. Et elle est échouée dans la crique du Nord, sur la rive sud, juste sous le niveau de la marée haute, à mi-marée. Elle doit être à sec. La goélette ? S'est exclamé le docteur. Je lui ai rapidement raconté mes aventures, et il m'a écouté jusqu'au bout en silence. Il y a une sorte de fatalité là-dedans. A-t-il alors remarqué. À chaque étape, c'est toi qui sauves nos vies. Et tu crois par hasard que nous allons te laisser perdre la tienne ? Ce serait une piètre récompense, mon garçon. Tu as découvert le complot. Tu as trouvé Ben Gunn, la meilleure action que tu aies jamais accomplie, ou que tu accompliras même si tu vis jusqu'à 100 ans. Oh, par Jupiter, à propos de Ben Gunn, c'est une drôle de comédie en vérité. Silver ! Silver est revenu auprès de nous. Silver, A poursuivi le docteur. je vais vous donner un conseil. Ne vous pressez pas de vous occuper du trésor. Ben monsieur, je fais ce qui est possible. Mais ça, que ça l'est pas. Si je veux sauver la vie du garçon et la mienne, sauf votre respect, je dois chercher ce trésor et vous pouvez miser là-dessus. Alors Silver, si l'on est ainsi, je fais un pas de plus. Attendez-vous à du grabuge quand vous le trouverez. Monsieur, je vous parle d'homme à homme.
c'est trop et trop peu. Ce que vous voulez. Pourquoi vous avez quitté le fortin? Pourquoi m'avez donné cette carte? Je le sais pas, hein, non. Pourtant, je vous ai obéi les yeux fermés et vous m'avez pas laissé espérer ni quoi que ce soit. Mais non, ça c'en est trop. Si vous voulez pas m'expliquer franchement votre affaire, dites-le et je lâche la barre. Non, dit le docteur pensif. je n'ai pas le droit d'en dire plus. Voyez-vous, Silver, le secret ne m'appartient pas, sinon je vous le confierai, je vous en donne ma parole. Mais je vais aller aussi loin que possible, et même un peu plus, car le capitaine va m'arranger la perruque, je le crains. Et d'abord, je vous donnerai un peu d'espoir. Silver, si nous sortons tous les deux vivants de ce piège à loup, je ferai de mon mieux pour vous sauver, sans aller jusqu'au faux témoignage. Le visage de Silver rayonnait. Vous pourriez pas en dire plus, monsieur. Sûr, même si vous seriez ma mère, s'est-il exclamé. Bon, c'est ma première concession. Ma seconde est un conseil. Gardez le garçon tout près de vous et appelez si vous avez besoin d'aide. Je pars en chercher pour vous et cela vous montrera que je ne parle pas en l'air. Au revoir, Jim. Le docteur Livesey m'a serré la main à travers la palissade, a adressé un signe de tête à Silver et s'est enfoncé d'un pas vif dans le bois. Nous étions seuls. Jim, A déclaré Silver. si j'ai sauvé ta vie, t'as sauvé la mienne. Et je l'oublierai pas. J'ai vu le docteur qui te fait signe de t'enfuir. Du coin de l'œil, je l'ai vu. Et que tu dis non. Je l'ai vu aussi, comme si que je l'avais entendu. Jim, tu marques un point. C'est le premier rayon d'espoir que j'ai depuis que l'attaque a échoué, et je te le dois. Et maintenant, Jim, nous devons partir pour cette chasse au trésor, et avec des informations secrètes en plus, que j'aime pas ça. Et toi et moi devons rester ensemble, comme qui dit dos à dos, et nous sauverons notre peau sans craindre les coups du sort. À ce moment, un homme nous a appelés depuis le feu. Le petit déjeuner était prêt. Nous avons été bientôt assis çà et là sur le sable à manger du biscuit et du lard frit. Ils avaient allumé un feu à rôtir un bœuf et il était devenu si chaud qu'ils ne pouvaient l'approcher que du côté au vent et même là, non sans précaution. Indifférents au gaspillage, ils avaient cuit 3 fois plus de viande que nous ne pouvions en manger et l'un d'eux, riant sans raison, jetait les restes dans le feu, qui flambait et ronflait de plus belle en avalant ce combustible insolite. De toute ma vie, je n'ai jamais vu des gens aussi insouciants du lendemain. La seule expression qui puisse décrire leur attitude est « au jour le jour ». Avec leur nourriture gâchée et leurs sentinelles endormies, même s'ils étaient assez hardis pour une escarmouche sans suite, je pouvais voir qu'ils étaient incapables de soutenir une campagne prolongée. Même Silver, mangeant de bon appétit avec Capitaine Flint sur l'épaule, ne leur adressait aucun reproche pour leur insouciance. Cela m'étonnait d'autant plus qu'il ne s'était jamais montré aussi habile, me semblait-il, qu'à ce moment-là. « Hé les gars !» dit-il. « Vous avez de la chance que Barbecue pense à votre place avec cette tête que là. J'ai eu ce que je voulais, ouais. Ils ont la goélette, c'est vrai. Où qu'ils l'ont, je sais pas encore. Mais dès que nous aurons le trésor, nous irons partout et nous la trouverons. Et alors, camarades, nous qu'on a les chaloupes, je dis que nous avons l'avantage. » Ainsi discourait-il, la bouche pleine de bacon brûlant. Ainsi le redonnait-il espoir et confiance. Et, je le soupçonne,
se rassurait-il lui-même. Quant à l'otage, A-t-il poursuivi? C'était la dernière fois, je pense, qu'il parlait avec ceux-là qu'il aime tant. Ouais. J'ai eu mes renseignements et je le remercie pour ça. Mais c'est terminé et fini. Je le tiendrai en laisse quand nous partirons chasser le trésor, que nous le garderons comme s'il était en or massif, en cas d'accident, notez, et en attendant. Une fois que nous aurons le navire et le trésor à la fois, et en mer comme joyeux compagnons, bah alors, nous allons convaincre Mr. Hawkins de nous joindre. Nous ferons ça, et nous lui donnerons sa part, c'est sûr, pour toutes ses bontés. Les hommes avaient retrouvé leur bonne humeur. Cela n'a rien d'étonnant. Pour ma part, j'étais affreusement abattu. Si le projet qu'ils venaient d'esquisser se révélait réalisable, Silver, déjà 2 fois traître, n'hésiterait pas à l'adopter. Il avait toujours un pied dans chaque camp, et il préférait sans doute rester libre et devenir riche avec les pirates, plutôt que d'échapper de justesse à la potence, ce qu'il pouvait espérer de mieux de notre côté. Ah, et même si les événements le contraignaient à s'en remettre au docteur Livesey, même dans ce cas, que de dangers nous attendaient? Quel moment ce serait quand les soupçons de ses partisans se changeraient en certitude, et que lui et moi aurions à lutter pour notre vie, lui un infirme, moi un enfant, contre 5 marins vigoureux et décidés. Ajoutez à cette double crainte le mystère qui entourait toujours la conduite de mes amis, leur abandon inexpliqué du fortin, leur don inexplicable de la carte, ou, encore plus difficile à comprendre, le dernier avertissement du docteur à Silver. Attendez-vous à du grabuge quand vous le trouverez. Et vous comprendrez sans peine le peu de goût que je trouvais à mon petit déjeuner, et l'angoisse qui serrait mon cœur quand je suis parti derrière mes gardiens à la recherche du trésor. Nous offrions un curieux spectacle si quelqu'un avait pu nous voir, tous vêtus d'habits de marins crasseux et tous sauf moi armés jusqu'aux dents. Silver portait 2 fusils en bandoulière, un devant et un derrière, en plus du grand coutelas passé à sa ceinture et d'un pistolet dans chaque poche de son habit à pans carrés. Pour compléter son étrange apparence, Capitaine Flint était perché sur son épaule et débitait des bribes d'expression de marin sans queue ni tête. J'avais une corde autour de la taille et suivais docilement le cuisinier qui en tenait le bout tantôt dans sa main libre, tantôt dans sa mâchoire puissante. On aurait dit qu'il me menait comme un ours de foire. Les autres hommes portaient des charges diverses, les uns des pelles et des pioches, car c'était ce qu'ils avaient débarqué de l'Hispaniola avant toute chose, les autres du porc, du pain et de l'eau-de-vie pour le repas de midi. J'ai remarqué que toutes les provisions venaient de nos réserves, et je voyais la justesse de ce que Silver avait dit la nuit précédente. S'il n'avait pas conclu un marché avec le docteur, ces mutins et lui, ayant perdu le navire, auraient été amenés à survivre d'eau fraîche et du produit de leur chasse. Ils n'étaient pas grands amateurs d'eau, un marin est rarement bon tireur, et par ailleurs, s'ils avaient si peu de vivres, ils ne possédaient sans doute pas de la poudre en abondance. Bon, ainsi équipés, nous nous sommes tous mis en route, y compris l'homme à la tête cassée, qui aurait certainement mieux fait de rester à l'ombre, et avons marché en file indienne jusqu'à la plage, où nous attendaient les 2 chaloupes. Même ces barques portaient la trace de l'ivresse stupide des pirates, l'une ayant un banc de nage cassé, l'une et l'autre étant pleines de boue et d'eau de mer. Nous devions les prendre toutes les 2 par mesure de sécurité. Nous nous sommes donc divisés en 2 groupes pour nous élancer sur les eaux lisses du mouillage. Tout en ramant, les hommes discutaient au sujet de la carte. La Croix-Rouge était bien trop grosse, évidemment, pour nous servir de repère, et la note figurant au dos de la carte présentait une certaine ambiguïté, ainsi que je vais vous l'expliquer. L'auditeur se souvient peut-être de sa teneur. Grand arbre, flanc de la longue vue, direction au N du NNE. Île du squelette, ESE, et par E, 10 pieds. Ainsi, un grand arbre constituait le principal repère. Juste devant nous, un plateau de 200 à 300 pieds de haut bordait le mouillage,
rejoignant au nord la pente méridionale de la Longue-Vue et s'élevant au sud vers les falaises abruptes de l'éminence appelée colline du Mât d'Artimon. Des pins de tailles diverses se serraient au sommet du plateau. Ici et là, un membre d'une espèce différente s'élevait à 40 ou 50 pieds au-dessus de ses voisins. Pour décider lequel était le « grand arbre » du capitaine Flint, il fallait aller sur place et consulter la boussole. Cela n'empêchait pas chaque homme à bord des chaloupes de choisir son favori alors que nous n'avions pas encore parcouru la moitié du chemin. Seul l'oncle John haussait les épaules et les invitait à attendre le moment où ils y seraient. Nous ramions sans hâte, suivant les instructions de Silver afin de ne pas fatiguer les hommes prématurément. Et, après une traversée assez longue, avons débarqué à l'embouchure de la seconde rivière, celle qui dévale un ravin boisé de la Longue-Vue. À partir de là, obliquant à gauche, nous avons commencé à monter la pente vers le plateau. Au début, un terrain lourd et bourbeux, une végétation enchevêtrée et marécageuse ont grandement ralenti notre progression. Mais peu à peu, la pente est devenue plus raide et plus rocailleuse, et le bois, changeant d'aspect, moins touffu. À vrai dire, nous nous approchions d'une partie fort agréable de l'île. Des genêts très parfumés et des buissons en fleurs remplaçaient plus ou moins les hautes herbes. On remarquait le tronc rouge et l'ombre large des pins au milieu des bouquets de muscadiers au feuillage vert, l'arôme des uns se mêlant à l'odeur épicée des autres. De plus, l'air était pur et vivifiant, ce qui, sous un soleil au zénith, nous procurait une merveilleuse sensation de fraîcheur. La troupe s'est déployée en éventail, criant et bondissant de tous côtés. Vers le centre, et loin derrière les autres, Silver et moi suivions. À bout de souffle, il labourait le gravier instable. Moi, amarré par ma corde, je devais lui prêter main forte de temps en temps, sinon il aurait trébuché et dégringolé jusqu'en bas de la colline. Nous avions ainsi parcouru environ un demi-mille et approchions du bord du plateau quand l'homme le plus à gauche a commencé à hurler comme sous l'effet de la terreur. Il ne cessait de crier et les autres se sont mis à courir vers lui. En effet, quand nous avons atteint l'endroit à notre tour, nous avons découvert quelque chose de bien différent. Au pied d'un pin de bonne taille et enroulé dans une plante grimpante verte qui avait soulevé en partie certains des os les plus petits, un squelette humain portant quelques lambeaux de vêtements était étendu sur le sol. « A pas pu trouver le trésor !» dit le vieux Morgan, passant devant nous en venant de la droite. « Que l'est tout en haut !» Je crois que tous les cœurs se sont glacés pendant un instant. « C'était un marin !» dit George Merry qui, plus brave que les autres, s'était approché et examinait les guenilles. « En tout cas, c'est du bon drap de mer. »« Ouais !» dit Silver. « Assez probable. Tu t'attendais pas à trouver un évêque ici, je pense. Mais comment qu'ils sont arrangés ces os ? C'est pas naturel. » En vérité, en y regardant de plus près, il paraissait impossible de croire naturelle la position du corps. À part un peu de désordre, dû peut-être aux oiseaux qui l'avaient becqueté ou à la liane qui avait lentement enveloppé sa dépouille, l'homme était allongé tout droit, ses pieds indiquant une direction, ses mains levées au-dessus de sa tête comme celle d'un plongeur, la direction opposée. Il me vient une idée dans ma vieille caboche, a remarqué Silver. Là-bas, il y a le point le plus haut de l'île du squelette, qui dépasse comme une dent. V'là la boussole. Faites donc un relèvement dans l'alignement de ce squelette. Allez-y. Ils l'ont fait. Le corps indiquait exactement la direction de l'île, et la boussole disait bien E-S-E et par E. C'est ce que je pensais, s'est exclamé le cuisinier. C'est une flèche. Elle pointe vers notre bonne étoile et nos bons dollars. Mais tonnerre, si ça me fait pas froid dans le dos de penser à Flint. C'est une de ses blagues à lui. Pas d'erreur. Lui et ses 6 hommes seraient seuls ici. Il les tue tous autant qu'ils sont,
Et celui-là, il le traîne ici et l'oriente à la boussole, casse ma carcasse. C'est des os bien longs et des cheveux qui étaient jaunes. Ouais, ce serait Allardyce. Tu te rappelles Allardyce, Tom Morgan? Ouais, je me le rappelle. Il me devait de l'argent, ouais. Et il a pris mon couteau quand l'est allé à terre. Parlant de couteau, a remarqué un autre. pourquoi qu'il est pas dans le coin, son couteau? Flint était pas homme à faire les poches d'un matelot, et les hommes le laisseraient là, je pense. Par tous les diables, que c'est vrai! S'est écrié Silver. Il reste rien du tout, A annoncé Mary, qui continuait de fouiller parmi les ossements. ni un sou de cuivre, ni une boîte à tabac. Ça m'a pas l'air net. Non, parbleu. A acquiescé Silver. Pas net que tu dis, ni pas joli. Nom d'un chien, camarade! Si Flint était vivant, ça chaufferait ici pour vous et moi. 6 qu'ils étaient, et 6 qu'on est. Et eux, il en reste que des os. Je l'ai vu mort avec ces lanternes-là, Dit Morgan. Billy m'a fait entrer. L'était étendu avec des pièces d'un penny sur les yeux. Mort, ouais. Sûr qu'il est mort et parti en enfer. Dit l'homme au pansement. Mais si jamais un esprit rôderait, ce serait suite Flint. Bon sang, une sale mort qu'il a eu, Flint. Bah ça c'est sûr. A remarqué un autre. Là qu'il était foudrage, puis là qu'il hurlait après le rhum, puis qu'il chantait. 15 matelots, ce serait sa seule chanson, les gars. Et je dis vrai, j'ai jamais aimé l'entendre depuis. Faisait sacrément chaud, et la fenêtre était ouverte. Et j'entends cette vieille chanson qui sort de là-dedans, aussi claire que claire, et l'homme déjà en partance pour le dernier voyage. Allons, allons, Dit Silver. larguez ce boniment. Les morts, et ils rôdent pas autant que je sache. En tout cas, pas en plein jour, et vous pouvez miser là-dessus. Les soucis tuent les sots. Cap sur les doublons! Nous nous sommes remis en marche assurément. Mais malgré le soleil brûlant et la vive clarté du jour, les pirates ne couraient plus chacun pour soi en criant à travers les bois, mais restaient ensemble et parlaient à voix basse. La terreur du flibustier mort s'était emparée de leurs esprits. En partie à cause de l'effet déprimant de cette peur, en partie pour permettre à Silver et aux malades de se reposer, tout le groupe s'est assis dès qu'il est arrivé en haut de la pente. Le plateau étant un peu incliné vers l'ouest, l'endroit où nous avions fait halte offrait une vue panoramique de chaque côté. Devant nous, délimitant la surface des arbres, nous apercevions le cap des bois frangé d'écume. En nous retournant, nous pouvions voir non seulement le mouillage et l'île du squelette, mais aussi, au-delà de la péninsule et des basses terres de l'Est, une vaste étendue de pleine mer. Juste au-dessus de nous s'élevait la longue vue, ici parsemée de pins isolés, là striée de sombres précipices. On n'entendait aucun bruit, si ce n'est celui des vagues lointaines montant de toutes parts et le crissement d'innombrables insectes dans les broussailles. Pas un homme, pas une voile sur la mer. L'étendue même du panorama accentuait l'impression de solitude. Une fois assis, Silver a effectué certains relevés avec sa boussole. Il y a 3 grands arbres, à peu près dans le bon alignement de l'île du squelette. Le flanc de la longue vue... je pense que ça signifie ce point plus bas, là. C'est un jeu d'enfant de trouver le magot, maintenant. J'ai presque envie de déjeuner d'abord. Je me sens pas solide. A grogné Morgan.
penser à Flint. Je crois que ce serait ça. M'a démoli. Ah ben mon fils, remercie tes étoiles qu'il soit mort, dit Silver. Un diable qu'il était. S'est exclamé un troisième pirate en frissonnant. Pas beau en plus. Son visage tout bleu. C'est comme ça que le rhum l'a emporté. A ajouté Mary. Bleu. Ouais, je pense qu'il était bleu, c'est le vrai mot. Depuis qu'ils avaient trouvé le squelette et s'étaient embarqués sur le sujet, ils avaient parlé de plus en plus bas et en étaient arrivés à chuchoter, de sorte que le son de leur conversation dérangeait à peine le silence de la forêt. Soudain, du milieu des arbres devant nous, une voix aiguë, fluette et tremblotante a entonné les paroles et l'air familier. Une bouteille de rhum. Le diable acheté, les autres par-dessus bord. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. Je n'ai jamais vu des hommes plus affreusement affectés que les pirates. Leurs 6 visages ont perdu leur couleur comme par enchantement. Certains se sont dressés d'un bond, d'autres se sont agrippés à leurs voisins. Morgan rampait en gémissant. « C'est Flint par... » a crié Mary. Les autres par-dessus bord. La chanson s'est arrêtée aussi brutalement qu'elle avait commencé, coupée, aurait-on dit, au milieu d'une note, comme si quelqu'un avait mis la main sur la bouche du chanteur. Je trouvais que la mélodie, venant de si loin à travers l'atmosphère claire et ensoleillée dans laquelle baignait la cime verdoyante des arbres, résonnait de manière aérienne et tendre. L'effet produit sur mes compagnons n'en était que plus étrange. « Allons !» dit Silver, écartant à grand-peine ses lèvres décolorées pour sortir ce mot. « Ça ne prend pas. Préparez-vous à la manœuvre. » Un drôle de début. Et je peux pas dire qui a chanté, mais c'est quelqu'un qui veut rigoler, quelqu'un qui est en chair et en os, et vous pouvez miser là-dessus. À mesure qu'il parlait, son courage revenait, ainsi que la couleur de son visage. Les autres commençaient déjà à prêter l'oreille à ses encouragements et se ressaisissaient un peu, quand la même voix s'était levée, sans chanter cette fois, mais en un appel faible et lointain, renvoyé en un écho atténué par les ravins de la longue vue. Darby, gros. Geignait-elle, car c'était le mot qui décrit le mieux son intonation. Darby, gros. Darby, gros. Encore et encore et encore, puis un peu plus fort et avec un juron que je ne reproduis pas. Amène du rhum à l'arrière, Darby. Les flibustiers restaient cloués sur place, les yeux leur sortant de la tête. Alors que la voix s'était tue depuis longtemps, ils regardaient encore droit devant eux en silence, terrifiés. « Ça règle l'affaire !» a haleté l'un d'eux. « Filons !» C'était ses derniers mots, a gémi Morgan. Ses derniers mots avant le grand naufrage. Dick avait sorti sa Bible et priait en avalant les mots. Il avait été bien élevé, Dick, avant de prendre la mer et de tomber en mauvaise compagnie. Cependant, Silver ne cédait pas. J'entendais ses dents claquer, mais il n'avait pas encore capitulé. « Personne sur cette île-ci a entendu parler de Darby, murmurait-il. Que nous qu'on est là. » Puis, au prix d'un grand effort, il s'est écrié « Camarades, je suis ici pour trouver ce magot, et aucun homme ni diable m'en empêchera. Flint m'a jamais effroyé de son vivant, et enfer et damnation, je l'affronterai mort. Il y a 700 000 livres à pas un quart de mille d'ici. Quand c'est-il qu'un gentilhomme de fortune a montré sa paupe à autant de dollars pour un vieil ivrogne à la gueule bleue et mort avec ça ?» Mais le courage de ses compagnons ne semblait pas renaître. L'insolence de ces mots aggravait plutôt leur terreur en vérité. « Laisse tomber, John !» dit Mary. «
Tu vas pas contrarier un esprit? Les autres étaient trop épouvantés pour parler. Ils se seraient enfuis chacun de son côté s'ils avaient osé, mais la peur les tenait ensemble et les tenait auprès de John, comme si son audace les avait protégés. Lui, pour sa part, avait à peu près réussi à surmonter son accès de faiblesse. Esprit. Ah, peut-être, Dit-il. mais que je trouve une chose pas claire. Il y avait un écho. Alors, personne n'a jamais vu un esprit qui a une ombre? Ben, qu'est-ce qu'il fait avec un écho à lui? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est pas dans la nature, hein? Cet argument m'a paru plutôt faible. Mais on ne peut pas prévoir ce qui touchera les gens superstitieux. À mon grand étonnement, George Merry apparut grandement soulagé. « Ah bah ouais, Dit-il. t'as une tête sur les épaules, John, pas d'erreur. Pas à virer, les gars. Cet équipage est sur le mauvais bord, je crois bien. Et maintenant que j'y pense, c'était comme la voix de Flint, je vous l'accorde. Mais quand même pas exactement comme elle, après tout. Plus comme la voix de quelqu'un d'autre. Ouais, plus comme... Par tous les diables, Ben Gunn! Rugit Silver. Mais ouais, ce serait lui! A crié Morgan se relevant d'un bond. Ce serait Ben Gunn! Ça change pas la donne, non? Ou quoi? A demandé Dick. Ben Gunn n'est pas plus là en chair et en os que Flint. Mais les anciens ont accueilli cette remarque avec dérision. Eh, personne se soucie de Ben Gunn. S'est exclamé Merry. Mort ou vif, personne se soucie de lui. C'était extraordinaire de voir comment ils avaient retrouvé leurs esprits et leurs couleurs. Bientôt, ils se sont remis à bavarder, s'interrompant de temps à autre pour écouter, et peu après, n'entendant aucun bruit, ils ont repris leurs outils et sont repartis. Merry marchait en tête, la boussole de Silver à la main pour rester dans l'alignement de l'île du squelette. Il avait dit vrai. Mort ou vif, personne ne se souciait de Ben Gunn. Seul Dick tenait encore sa Bible et jetait des regards effrayés autour de lui en avançant, mais personne ne lui accordait la moindre sympathie, et Silver se moquait même de ses précautions. Je t'ai dit que tu l'as gâchée, ta Bible. Si elle est plus bonne ni pour jurer, elle vaut quoi pour un esprit, tu penses? Pas ça! Et il a claqué ses gros doigts, s'arrêtant un instant sur sa béquille. On ne pouvait pas réconforter Dick. En vérité, il m'est vite apparu que le garçon était en train de tomber malade, favorisé par la chaleur, l'épuisement et le choc de sa frayeur. La fièvre annoncée par le docteur Livesey montait rapidement, c'était visible. Nous étions arrivés en haut et avions un bel espace bien dégagé pour marcher. Nous descendions un peu car, comme je l'ai dit, le plateau était incliné vers l'ouest. Les pins, grands et petits, poussaient à l'écart les uns des autres, et entre les bosquets de muscadiers et d'azalées, de grandes étendues découvertes rôtissaient sous le soleil brûlant. Nous dirigeant peu à peu en direction du nord-ouest de l'île, nous nous rapprochions d'un côté du flanc de la Longue-Vue et, de l'autre, apercevions une portion de plus en plus large de cette baie occidentale où j'avais autrefois été secoué en tremblant dans le coracle. Nous avons atteint le premier des grands arbres, mais la boussole a révélé que ce n'était pas le bon. De même pour le deuxième. Le troisième s'élevait à près de 200 pieds dans les airs au-dessus d'un massif de broussailles. Le tronc rouge de ce géant était aussi large qu'une maisonnette, et une compagnie aurait pu manœuvrer dans l'ombre immense de son feuillage. On le voyait de loin en mer, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et on aurait pu l'inscrire sur la carte comme repère pour la navigation. Mais ce n'était pas sa taille qui impressionnait mes compagnons. C'était de savoir que 700 000 livres en or étaient enterrées quelque part sous son ombre. À mesure qu'ils s'approchaient, la pensée de l'argent effaçait leur frayeur récente. Leurs yeux flamboyaient, leurs pas devenaient plus légers et plus vifs. Toute leur âme était attachée à cette fortune, à cette vie d'extravagance et de plaisir qui attendait chacun d'entre eux. Silver sautillait en grognant sur sa béquille,
Ses narines dilatées frémissaient. Il jurait comme un dément quand les mouches se posaient sur sa peau brûlante et luisante. Il tirait furieusement la corde qui m'accrochait à lui et, de temps en temps, se retournait pour me lancer un regard assassin. Il est certain qu'il ne cherchait pas à dissimuler ses pensées, et il est certain que je les lisais à livre ouvert. La proximité immédiate de l'or avait aboli tout le reste. Sa promesse et l'avertissement du docteur étaient oubliés, et je ne doutais pas qu'il espérait s'emparer du trésor, trouver et aborder l'Hispaniola à la faveur de la nuit, égorger tous les honnêtes gens sur cette île, et reprendre le large selon son intention première, chargé de crimes et de butin. Troublé par ces craintes, j'avais du mal à soutenir l'allure rapide des chasseurs de trésors. Je trébuchais de manière répétée. C'est ce qui amenait Silver à tirer la longe si brutalement et à me lancer ses regards meurtriers. Dick s'était laissé distancer et fermait maintenant la marche. Sa fièvre montant, il balbutiait à la fois des prières et des imprécations. Cela aussi contribuait à ma détresse. Pour couronner le tout, j'étais hanté par la pensée de la tragédie qui s'était déroulée jadis sur ce plateau, quand ce flibustier diabolique au visage bleu, celui qui était mort à Savannah en chantant et en réclamant du rhum, avait exécuté ses 6 complices ici même de ses propres mains. Ce bosquet, maintenant si paisible, avait dû retentir de leurs hurlements, pensais-je. Dans mon imagination, je croyais les entendre encore. Nous arrivions à la lisière des broussailles. « Hurrah, les gars! Tous ensemble !» s'est écrié Mary, et les premiers se sont mis à courir. Soudain, moins de 10 yards plus loin, nous les avons vus s'arrêter. Un cri sourd s'est élevé. Silver a avancé 2 fois plus vite, creusant la terre du bout de sa béquille comme un possédé. Et l'instant d'après, lui et moi nous arrêtions net à notre tour. Devant nous s'ouvrait une grande excavation, pas très récente, car ses parois s'étaient éboulées et de l'herbe poussait au fond. Dans l'herbe reposait le manche cassé d'une pioche et les planches éparpillées de plusieurs caisses. J'ai vu sur l'une de ces planches, gravé au fer rouge, le mot « Walrus », le nom du navire de Flint. Tout était parfaitement clair. La cachette avait été découverte et pillée. Les 700 000 livres avaient disparu.